Yeah! Salutations généralisées à tous ceux qui m'écoutent, ici ou là, dans la Caraïbe, comme ailleurs. On regarde mon émission de plus en plus grâce à vous. Et je vous remercie pour ça, parce que sans public, eh bien, il n'y a pas d'émission. Je salue spécialement la communauté noire du monde entier, la communauté afro-descendante du monde entier. Je salue le continent noir. Aujourd'hui, j'ai beaucoup à dire sur notre communauté. C'est la communauté la plus désorganisée, la plus mal organisée, la plus méprisée, la plus haïe, parce que nous ne sommes pas respectés. Quand une communauté est respectée, eh bien, on ne lui crache pas à la figure tout le temps que voilà, l'esclavage c'est du passé, la colonisation c'est du passé. Tous les pays qui réussissent, tous les pays sérieux, les pays occidentaux, sont très attachés à leur histoire. Et ils le disent. Et le document que je vais vous montrer là ce soir, c'est un document qu'il faut archiver. Il faudra archiver absolument. Et vous verrez que notre mauvaise organisation, notre autodénigrement, notre autodestruction, c'est la seule communauté qui passe son temps à s'autodétruire. On s'autodétruit tout le temps. Ça commence par les mots, on commence à se mépriser. Et ensuite, ça peut arriver même à l'agression physique quelquefois. Il y a eu des meurtres pour des raisons de jalousie, des choses comme ça. Mais bon, notre communauté a souffert de beaucoup de mots M-A-U-X historiques. Mais beaucoup d'autres communautés ont souffert aussi de beaucoup de choses. La communauté juive a subi beaucoup de péripéties tout au long de son histoire. Mais quand on regarde le niveau d'organisation de cette communauté, je ne fais pas l'amalgame entre sionisme et judaïsme. Moi, j'ai beaucoup d'amis juifs qui ne sont pas sionistes. Il faut faire une grande différence. Le sionisme, c'est un projet politique de domination déjà de la région, de pratiquement toute la région du Moyen-Orient, mais ensuite pratiquement une domination planétaire. Beaucoup de juifs n'adhèrent pas à ça. Mais enfin bref, c'est juste une parenthèse. Une communauté, c'est quelque chose d'organisé. Nous aimons, c'est vrai que nous disons souvent la communauté noire, mais une communauté qui a autant de divisions en son sein ne peut pas être une communauté. Une communauté, c'est une entité qui a des règles, qui a un fonctionnement particulier, qui a un projet. Nous n'avons pas de projet. Nous, les Noirs, la communauté noire, nous n'avons pas de projet. Nous n'avons que des conflits entre nous. Entre les Africains et les Antillais, il y a conflit. Entre Guadeloupéens et Martiniquais, il y a conflit. Quelquefois même dans le pays, dans le même pays, il y a conflit entre les citadins et les ruraux. Vous voyez? C'est vrai, une communauté qui a subi, c'est vrai, je reconnais qu'on a subi beaucoup d'abominations historiques. Mais une fois qu'on a dit ça, ben, il faut s'asseoir et se dire, ben voilà, maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on fait, tout en dénonçant ce qui s'est fait. Je n'oublierai jamais qu'on a indemnisé les esclavagistes au lendemain de l'abolition de l'esclavage. Les esclavagistes ont été indemnisés et les anciens esclaves se sont retrouvés dans la nature, comme ça, sans rien. Et c'est de là qu'est né ce déséquilibre économique entre nous, entre les béquets, nous, et tout ça. Bon, c'est difficile à combler, ça. On ne rattrape pas
un tel retard, parce que ça a causé beaucoup de retard. Et malgré cela, nos ancêtres, nos arrière-grands-parents ont réussi à acheter des terres. Ils ont réussi à acheter des terres après, des terres d'usiniers. Quand les usiniers ont commencé à vendre des terres après la fermeture des usines, beaucoup de nos parents guadeloupéens, en Martinique c'était un peu différent. Beaucoup de nos parents ont réussi à acheter des terres. Des gens qui étaient illettrés, qui n'avaient pas d'instruction, qui ont réussi à acheter des terres. Eh oui, eh oui. À force de multiplier 0 par 0, on a réussi à avoir quelque chose. Nous devons être très vigilants parce que l'heure est grave là. L'heure est grave parce que nous nous apprêtons à revivre ce que nous avons vécu, ce que nos ancêtres ont vécu. La colonisation et la recolonisation. En ce moment, on parle de recolonisation. Il y a de cela quelques mois, un ancien chef d'état-major de l'armée française, il s'appelle Monsieur Lecointre, François Lecointre, disait qu'il était temps maintenant pour la France de recoloniser, de retourner en Afrique à des fins de nous coloniser, et là, en l'occurrence, de nous recoloniser. Non, le type a dit ça comme ça, hein, sans complexe. Bon, voilà, il faut... comme si les Africains n'existaient pas. Je vous rappelle qu'en 1884, enfin, il y a eu la conférence de Berlin. En 1884, enfin à cheval entre 84 et 85, hein, c'était un peu sur les 2 années, les Européens se sont rassemblés dans le cadre de la conférence de Berlin et ils se sont partagés l'Afrique, comme si les Africains n'existaient pas. C'est-à-dire, en gros, le type, bon, entre eux, ils se sont dit, bon, je prends ça, toi tu prends ça, on met la frontière ici, on sépare ça, on met ça. En gros, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça a marqué le début de la colonisation. Et maintenant, j'entends de plus en plus ce discours-là, voilà, il faut repartir, nous recoloniser. Nous avons tendance à nous tromper d'ennemis. Nous visons nos frères et sœurs noirs comme s'ils étaient nos ennemis, nous les ciblons, nous leur pourrissons la vie, nous leur faisons du mal. C'est la métaphore du panier de crabes. Ouais, une métaphore, c'est une sorte de comparaison. Alors, un panier de crabes, alors, dans un seau, il y a plein de crabes. Alors, chaque fois qu'un crabe réussit à sortir du seau, les autres s'agrippent à lui et il retombe. Finalité, aucun crabe ne se libère, tout le monde reste au même niveau et rien n'évolue. C'est ça notre situation. J'aime bien cette comparaison-là parce que ça traduit beaucoup de choses. Quand je discute avec les chefs d'entreprise antillais, ils n'évoquent pas les problèmes qu'ils ont avec les Chinois, les ceci ou les cela. Hein. Ils me disent, mon problème, ce sont nos frères et sœurs de la même couleur de peau. C'est ça notre problème. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont obligés d'embaucher un blanc et de le faire passer pour le propriétaire de l'entreprise. Et là, les employés noirs, guadeloupéens, respectent cet homme de paille, puisqu'en fait c'est un homme de paille. Respectent cet homme de paille, alors qu'en fait c'est pas lui ce n'est pas du tout lui hein, qui dirige l'entreprise. Eh bien, c'est pas possible qu'on soit arrivé à ce point-là. Cela veut dire que les chaînes ne nous entravent plus aux pieds.
n'entravent plus nos pieds. Nous n'avons plus les chaînes aux pieds, mais nous les avons là. Là. Et c'est difficile, hein? C'est très difficile d'ôter ces chaînes-là. Celui qui ignore son passé est condamné à le revivre. Et oui, celui qui ignore son passé est condamné à le revivre. Je crois que c'est Marcus Garvey. Ça ne vient pas de moi. Hein. Je crois que c'est Marcus Garvey, mais il faudrait vérifier. Il me semble que c'est Marcus Garvey qui disait ça. Je ne sais pas, j'ai un doute là, je ne sais pas. Celui qui n'a pas la connaissance de son passé est condamné à le revivre. Eh bien, nous nous apprêtons à revivre ce que nos parents, nos arrière-parents, nos ancêtres ont vécu. Les Occidentaux s'apprêtent à nous recoloniser, à nous faire revivre exactement ce que nous avons vécu il y a si longtemps. Alors, pour bien comprendre cette situation, l'Europe, c'est un pays qui... C'est un continent. C'est un continent qui s'est construit sur le pillage, sur l'esclavage, sur la colonisation. Puisque le sous-sol européen, c'est un sous-sol qui est pauvre. Il n'y a rien dans le sous-sol là-bas. Il y a très peu de choses. Dans le sous-sol européen, il n'y a pas de ressources naturelles. Eh bien, où ont-ils trouvé ces ressources naturelles pour se développer? Eh bien, en Afrique. Alors, ils se sont rendus compte que l'Occident, quand on parle de l'Occident, on parle de l'Europe et des États-Unis réunis. C'est ça l'Occident. En gros, les anciens pays colonialistes et impérialistes, en gros. Ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de décliner, puisqu'ils ne peuvent plus piller l'Afrique, comme ils ont pillé l'Afrique pendant des siècles. Maintenant, ils commencent à dire oui, mais il faut retourner là-bas. Le problème, c'est que, entre-temps, le panafricanisme, qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, le panafricanisme s'est développé. Et je dirais même que Macron a contribué à cette explosion du panafricanisme, notamment au Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger. Ce sont ces trois pays-là qui ont des dirigeants panafricanistes et qui ont créé une alliance. L'Alliance des États du Sahel, on dit l'AES. Et ça se passe très bien. Le Burkina Faso a fait, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a fait un saut technologique inimaginable. C'est-à-dire que ce que ses prédécesseurs n'ont pas réussi à faire pendant des décennies, depuis les indépendances, dans les années 60, eh bien, maintenant, il y a de nouvelles routes, le Burkina fabrique des voitures, des avions, il y a des hôpitaux, dernier cri, des universités. C'est incroyable. C'est incroyable. Renseignez-vous, hein, allez sur les différents sites qui parlent de ce sujet-là, et vous verrez à quel point le Burkina Faso est en train de se développer. C'est inimaginable. Un clin d'œil à Thomas Sankara. Hein. Malheureusement, Thomas Sankara, qui avait déjà commencé ce travail-là, a été assassiné en 1987. Il a été assassiné, voilà. Beaucoup de dirigeants africains ont été assassinés. Hein. Énormément de dirigeants africains ont été assassinés. À partir du moment où ces gens-là décident de mettre les ressources naturelles, en tout cas les produits, le fruit de leurs ressources naturelles, ce que ça rapporte, eh bien, ils devenaient des ennemis pour l'Occident. Alors, je disais que l'Occident n'a rien dans son sous-sol. Rien.
Les Américains encore, bon, ils ont du pétrole, ils ont des trucs, mais ils n'en ont jamais assez. Les Américains, ils veulent du pétrole, ils veulent du pétrole, ils veulent du pétrole vénézuélien, ils veulent du pétrole iranien, ils en ont déjà. Mais ils ont une réserve qui n'est pas intarissable sur le long terme. Alors, ils prévoient déjà de piller. Et ils sont revenus à cette politique impérialiste qui consiste à envahir les pays, à piller. C'est ça qu'on avait trouvé comme raisonnement après la conférence de Berlin de 1884-85. C'était ce même type de raisonnement. Il faut piller, il faut prendre, c'est à nous, c'est Dieu qui nous a donné. Il y a des gens qui habitent là, j'habite toujours. Ces gens-là débarquent, ils plantent un drapeau, boum, et ils disent ça, c'est à moi. On retrouve encore ce même état d'esprit aujourd'hui. Et ce que fait Donald Trump, il n'y a qu'à regarder ce que fait Donald Trump. Donald Trump n'a rien inventé. C'est pas, je n'ai aucune sympathie pour ce monsieur-là. Mais il n'a rien inventé. Hein. Tous les présidents d'avant ont fait la même chose, envahir des pays, renverser des présidents, exécuter de manière extraterritoriale des gens qui ne leur plaisent pas. Machin. Tous les précédents présidents américains ont fait exactement la même chose. On parle des événements du Venezuela. Je vais faire une émission sur ça. Mais avant le Venezuela, il y a eu d'autres kidnappings de présidents. En 1989, le président du Panama, Manuel Ortega, avait été kidnappé aussi. Et amené aux États-Unis, etc. Bon, paix à son âme. En 2004, Jean-Bertrand Aristide, le président d'Haïti, a été enlevé. Bon, il y a eu des habillages différents. On dit, oui, on l'a accompagné. Mais le problème, c'est que quand des gars débarquent, des hélicoptères débarquent, des militaires, ils vous disent, bon, montez dans l'hélicoptère. C'est pas une invitation à un baptême, hein. C'est un enlèvement. Alors, quand ils n'enlèvent pas les présidents, ils les tuent. Toujours en Haïti, hein. L'assassinat horrible de Jovenel Moïse. On lui a cassé le bras, on l'a éborgné, on lui a fait des... Quand je pense que ces gens-là disent défendre la démocratie, les droits de l'homme, je ne sais pas, il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi se poser des questions, réellement. Donc, nous sommes en train de revivre la colonisation. Et les projets sont là. Hein. Alors, je disais que par chance, le mouvement panafricaniste s'est développé et continue à se développer à la vitesse grand V. Il y avait 3 pays, le Mali, le Sahel, et le Burkina Faso et le Niger, au départ, ou l'Alliance des États du Sahel. Maintenant, d'autres pays commencent à s'y intéresser, comme le Togo, le Tchad, en fait. Ça va commencer à grandir, hein, cette affaire-là. Ça va commencer à grandir. Vous savez, les Occidentaux ont l'art de... Ils aiment bombarder. Ils aiment bombarder. Ce sont des gens extrêmement violents. Pour réduire des êtres humains en esclavage, il faut être déjà très violent. Pour aller chez les autres, planter un drapeau, dire cette terre m'appartient. Il faut aussi être... faut être un peu dérangé. Quand ils ont, en 2011, ils ont détruit la Libye, comme ils ont de détruire, ils ont détruit l'Irak, ils ont... toujours au nom de la démocratie. Autrefois, c'était au nom de l'évangile et de la civilisation. Maintenant, ils ont un nouveau concept depuis quelques décennies déjà.
Ils disent que c'est au nom des droits de l'homme. Mais attention, si c'est au nom des droits de l'homme et de la démocratie, quand on se proclame, on s'auto-proclame gendarme du monde, on doit être juste. On doit être juste. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures quand ça nous arrange. Non. L'Arabie Saoudite n'est pas une démocratie. Pourtant, les Occidentaux considèrent que c'est leur allié naturel. Il y a du pétrole là-bas. Le carburant de l'Occident, c'est le pétrole. Enfin, les matières premières, les ressources, tout ça. Mais s'il faut vraiment bombarder tous les pays où il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas les droits de l'homme, allez bombarder l'Arabie Saoudite. Vous considérez que la Russie n'est pas une démocratie, au sens occidental du terme. Bombarder la Russie. Ce n'est pas l'envie qui leur manque d'envahir la Russie. Mais chez nous, on dit, la baille bas, c'est la bœuf qu'a jambé. Ça veut dire que quand la clôture est très basse, le troupeau arrive à... Vous savez, les bœufs, ils arrivent à se libérer, à s'évader, parce qu'il n'y a pas de clôture. Quand la clôture est très basse. Quand la clôture est bien haute, ben, il ne leur viendrait même pas à l'idée de s'évader par là. Donc, ce sont des gens qui sont en fait plutôt lâches, parce qu'ils envahissent toujours des pays plus faibles. Je vous rappelle les Américains ont bombardé la Grenade à côté de nous, là, hein, c'est la Caraïbe, en 1983. Alors, les Américains, eux, ils aiment à dire que oui, tel pays représente une menace pour la sécurité nationale. L'Amérique a pendant longtemps été la première puissance militaire. C'est ce qui lui a permis. Il y a deux choses qui ont permis aux Américains de faire ce qu'ils font là. C'est-à-dire envahir des pays renversés au nom de la démocratie. Il y a pas, en fait, le droit international, c'est pas fait pour eux. C'est pas fait pour eux du tout. Ce qui fait leur force, qui a fait leur force, c'est leur puissance militaire. Je dis ce qui a fait, parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que les États-Unis puissent battre la Russie dans une guerre frontale. C'est impossible. Pourquoi? Alors, je disais déjà, il y a deux choses. Il y a la puissance militaire et il y a le dollar. Vous savez, quand vous utilisez le dollar, les Américains vous obligent à faire des affaires en dollars, c'est parce que ça leur rapporte quelque chose. Les Américains, en fait, nous ont imposé une forme d'arnaque, nous obligeant à utiliser leur dollar, mais en fait, les grands gagnants là-dedans, ce sont eux. Ils obligent les pays à vendre leur pétrole en dollars, machin. C'est parce que c'est leur outil. Ils utilisent le dollar un peu comme une arme politique. Je disais donc que je ne crois pas que les États-Unis puissent être encore une puissance militaire. C'est une puissance militaire, mais ce n'est pas la première puissance militaire. Il faut se méfier des gens qui ne parlent pas beaucoup. Les Chinois ne parlent pas beaucoup. Mais c'est une puissance militaire redoutable. Et personne ne sait le niveau de puissance, le niveau de destruction qu'ils ont en termes militaires. La Russie, c'est pareil. C'est une puissance militaire, la Russie. La Chine, c'est une puissance à la fois économique, militaire, mais la Russie, c'est une puissance militaire. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Pendant longtemps, les Américains ont passé leur temps à bombarder des pays, renverser. Quand vous regardez la liste des pays que les Américains ont bombardés, ont détruits, c'est incroyable. Cela fait à peu près 250 ans qu'ils ont pris leur indépendance. Ils ont pris leur indépendance en 1776.
Et cette indépendance a été reconnue, ratifiée par les Anglais, par l'Angleterre en 1783 à peu près. Et oui, oui, les États-Unis que vous voyez là, c'était une colonie hein, de l'Angleterre. Hein. On parlait des 13 colonies, etc. Après, bon, ils se sont fédérés et tout ça, mais c'est-à-dire les mêmes personnes qui veulent nous maintenir euh, sous un joug colonial ou impérialiste, eh bien, ils n'ont pas voulu ça pour eux-mêmes. Hein. Ils n'ont jamais voulu ça pour eux-mêmes. Donc, ils ont pris leur indépendance, ils se sont battus. Ils se sont battus contre les Anglais pendant des années pour avoir leur indépendance. Et aujourd'hui, nous avons les États-Unis, une cinquantaine d'États se sont mis ensemble. Au départ, c'était 13 colonies. Une cinquantaine d'États se sont mis ensemble. Mais depuis leur indépendance, ils ont mené des guerres comme ça, là, sur la terre. Sur toute la planète. Ils mettent la planète à feu et à sang depuis 250 ans. Mais je vais vous dire une chose qui fait sourire, c'est qu'ils aiment bombarder, mais ils n'ont jamais gagné une guerre. Les États-Unis n'ont jamais gagné une guerre. Avec toute cette puissance militaire. Bon, en fait, ils ont gagné la guerre d'indépendance, si on veut. Mais toutes les guerres là que ces gens-là mènent partout, l'Iran, l'Irak, ils ont déjà bombardé l'Iran. Hein. Pas plus tard que l'an dernier, ils ont bombardé l'Iran. Ils ont l'Afghanistan, la Somalie, partout ces gens-là, ils adorent tuer. Ils adorent ça. C'est un pays de cow-boy. Hein. Un pays de cow-boy. Quand vous regardez un western à la télévision, c'est l'histoire des États-Unis que vous regardez. Hein. C'est la loi du plus fort. Un type arrive avec ses colts, ses revolvers là sur les côtés. Puis le gars arrive et puis il zigouille tout le monde. Voilà. Quand vous voyez la confrontation entre l'armée américaine de l'époque et les Indiens, inconsciemment, même nous qui sommes décolonisés, nous étions plutôt favorables à l'armée américaine. Et pourtant, les envahisseurs, c'était les Européens. Puisqu'en fait, les Américains qu'on voit, ce sont des descendants d'Européens. Ce sont des descendants d'Européens, ce sont des gens qui ne sont pas... c'est des Irlandais, c'est des Français, c'est des Anglais, beaucoup d'Anglais. Et bah, c'est des descendants d'Européens. Ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont décidé que cette terre leur appartenait. Ils ont pris, ils ont zigouillé les Indiens, ils les ont massacrés. Les quelques Indiens qui restent sont dans des réserves indiennes. Ouais. Ouais, tout le territoire leur appartenait. Maintenant, ils sont limités à des réserves. On leur dit voilà, c'est ça votre territoire. C'est incroyable, c'est incroyable. Et aujourd'hui, ces gens-là s'apprêtent à nous faire revivre exactement la même chose. Ici, leur sous-sol étant... Déjà, ils n'avaient pas grand-chose dans leur sous-sol, mais maintenant, ils ont... Vous savez, l'occidental a une peur existentielle. C'est la peur de manquer de quelque chose. La peur de manquer d'argent, la peur de manquer de pétrole. Ils ont du pétrole, mais il faut qu'ils aillent piller. Je parle des Américains, là. Et ils ont des choses, mais il faut qu'ils pillent. C'est la peur de se réveiller un jour et de se rendre compte qu'ils n'ont rien. C'est ça une peur existentielle. C'est une peur qui menace même leur existence même. C'est cette peur-là. Ils redoutent ça, mais alors là. Alors, ils s'apprêtent à repartir en Afrique colonisée. Alors, je disais que maintenant, puisque le panafricanisme et la conscientisation des Africains à son summum, eh bien, ceux qui... Vous savez, les militaires qui ont pris le pouvoir dans les
les trois pays que je vous ai cités là, le Mali, le Burkina et le Niger, ce sont des gens qui ont été formés pour la plupart en Russie. Il y a de plus en plus de rapprochements hein, du panafricanisme avec l'idéologie russe. Hein. Puisque je vous dirais en passant que la Russie n'a colonisé personne. La Russie ne nous a pas réduit en esclavage. Voilà, c'est pas un pays qui a du sang sur les mains. Alors maintenant qu'il y a une nouvelle génération de dirigeants panafricanistes, ils se sont plus rapprochés de la Russie. Puisqu'ils ont fait le constat suivant, depuis les années 60, l'indépendance, c'est un bien grand mot, a été accordée aux Africains, mais en fait c'était la France-Afrique, l'instauration de la France-Afrique, c'est-à-dire une sorte d'indépendance factice. Et je te donne ton indépendance, mais je veux ça, c'est mon armée sera chez toi, ta monnaie c'est moi qui la contrôle, en fait, voilà. Quand on jette un œil sur la liste des clauses qu'il y avait dans ces indépendances-là, ces actes d'indépendance-là, mais c'est forcément une arnaque. Ce sont des contrats léonins qui vient de Lyon. C'est-à-dire que on signe quelque chose, mais il y en a un qui a la part du lion, qui a que les avantages, et l'autre n'a que les inconvénients. Donc les Africains se sont retrouvés avec une indépendance, une escroquerie pour moi. Et j'étais obligé de pratiquement donner leurs matières premières, leurs ressources naturelles à la France. C'est ce qui s'appelle le pillage en règle. Alors, cette nouvelle génération de dirigeants africains-là, qui ne supportent pas la France, la France subit humiliation sur humiliation dans ces pays-là. Humiliation sur humiliation. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Alors, je disais qu'ils veulent venir nous recoloniser. Mais ces gens-là les attendent là. Parce que là, on a des militaires bien formés par les Russes. Hein, attention, il y a des militaires comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani. Ce sont des gens qui sont très très bien formés. Et puis la Russie fournit des armes de pointe. La Russie est en train de faire pour les Africains ce que la France n'a jamais fait on est quoi? On est les indépendances, il y a 60, disons 70 ans, presque 80 ans d'indépendance, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. La France pillait l'uranium nigérien, alors qu'au Nigérien, au Niger, les habitants, très peu d'habitants avaient l'électricité. C'est avec l'uranium qu'on fabrique l'électricité. Alors maintenant, le Niger. Alors ça m'a fait un peu rigoler parce que Macron disait que le Niger a volé l'uranium de la France. Tout ça parce que les autorités nigériennes ont décidé de nationaliser leur uranium et que maintenant il n'est pas question que la France fasse ce qu'elle veut avec l'uranium nigérien. Et depuis, le Niger a signé des contrats très intéressants avec d'autres partenaires comme la Chine. Vous voyez? Donc au lieu de vendre leur pétrole, leur uranium quelques centimes d'euros, 80 centimes, pour aller ensuite revendre ça le kilo 200 euros, maintenant c'est différent, Alors la Chine a une approche un peu différente, la Russie aussi, ces gens-là ne font pas la leçon aux gens. Ils viennent dans le pays pour faire des affaires, bon, vous êtes d'accord, on fait des affaires, vous n'êtes pas d'accord, on ne fait pas d'affaires. Vous voyez, c'est ça la nouvelle tendance qui plaît beaucoup aux panafricanistes. C'est que, bon, ils peuvent choisir des partenaires stratégiques, etc. Ben voilà. Donc, ils veulent nous recoloniser, mais ils sont attendus de pied ferme.
pied ferme. De pied ferme. Le capitaine Ibrahim Traoré disait qu'il faut se préparer à la guerre de haute intensité avec l'Occident. L'Occident, parce qu'ils ne viennent pas pour rigoler, là. Alors, il y a un ancien ministre de l'économie qui s'appelle M. Thierry Breton qui le dit, mais très clairement. Hein. Il dit que les imbécilités d'Emmanuel Macron ont ouvert les yeux des Africains. Les imbécilités, dans certaines versions, on dit l'imbécilité, mais c'est les imbécilités d'Emmanuel Macron ont ouvert les yeux des Africains. Et que maintenant, si les Français, et plus généralement les Européens, ne repartent pas en Afrique défendre leurs intérêts, quels intérêts tu peux avoir chez les autres? Moi, je suis chez moi, toi, tu es chez toi, et je dis, j'ai des intérêts que je défends chez toi. Ça n'a pas de sens. Et alors, ce même Thierry Breton, il disait que si ça continue comme ça, les Français, les enfants des Français seront obligés d'aller chercher pitance en Afrique. Et qu'à ce moment-là, l'immigration changera de sens, de direction. Cela veut dire qu'ils sont de plus en plus conscients de leur déclin, du déclin occidental. Et ils voudraient revenir comme au 19e siècle, nous frapper, nous réduire presque à l'état d'esclavage, d'esclaves encore. Mais ça sera difficile cette fois. Parce que beaucoup de jeunes Africains, là, ils ne vont pas commettre les erreurs de leurs grands-parents. Ils ne vont pas commettre cette erreur-là. Ils ne vont pas commettre cette erreur-là. Alors Trump est arrivé dans le cadre de sa nouvelle mandature. Là. Il a déjà été élu une première fois, il a eu un premier mandat. Hein. Ça n'a pas été très brillant. Et là, cette candidature-là, cette mandature-là, eh bien, s'exerce sous le signe de l'agressivité. Make America Great Again. C'est redonner sa grandeur à l'Amérique. Alors pour lui, grandeur, c'est la domination du monde, etc. Mais beaucoup de choses ont changé. Et je vous disais tout à l'heure que les Américains, pendant près de 200 ans, ils ont semé le chaos sur la planète. Des guerres. Qui n'ont jamais vraiment gagné, sauf vraiment quand ils ont écrasé des petits pays. Mais ils n'ont pas vu venir, ils n'ont pas perçu le développement de pays comme la Russie ou la Chine. En gros, pendant qu'ils étaient occupés à faire la guerre, ils ne développaient pas plus que ça leur technologie militaire. Et c'est à l'occasion de ce conflit russo-ukrainien qu'ils se sont rendus compte que les Russes avaient des armes du futur, des armes qu'ils ne possédaient pas. Les missiles hypersoniques, des trucs comme ça, indétectables. Alors là, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils disent, mais attends, mais comment nous n'avons pas ces armes-là? Non, c'est parce que pendant... Vous savez, l'URSS s'est effondré, je dis bien l'URSS, ça s'appelait l'URSS avant, en 1991. Ce pays a été dans un état de déliquescence totale. C'est un pays pauvre. Les États-Unis envoyaient même de l'aide humanitaire dans ce pays-là. Et puis il y a des gens qui ont liquidé le pays. Le pays était déjà à genoux, mais ils l'ont frappé encore plus. C'était des gars comme Yeltsin. Et quand Vladimir Poutine est arrivé, il a redressé le pays. Alors j'entends des gens dire que oui,
le PIB de la Russie, c'est un peu le PIB de l'Espagne. Un pays qui est devenu pratiquement la première puissance nucléaire de la planète, on dit que ce pays-là a le PIB de l'Espagne. Je vous ferai remarquer que la Russie a toutes sortes de ressources sur son territoire, sur son sol, dans son sous-sol aussi. C'est un pays qui est extrêmement puissant. Si les États-Unis ont peur de la Russie, pourquoi ils n'envahissent pas là? Ou alors, même en Ukraine, pourquoi ils ne vont pas frontalement affronter la Russie? C'est par proxy, c'est livraison d'armes en bistan, comme on dit chez nous, en créole, en bistan, dans la discrétion. Mais ils ne pourront pas affronter la Russie. Pourquoi est-ce que, vous savez, les Occidentaux, ce sont des gens qui aiment gesticuler, qui aiment faire du bruit. Ah, on va envoyer des hommes, on va envoyer... Vous voyez, remarquez que les Russes et les Chinois ne parlent pas. Même le jeune là, le Coréen là, il parle très peu. L'Iran là, en Iran là. En fait, ce qu'ils veulent, c'est désarmer l'Iran pour que Israël écrase l'Iran. C'est exactement ça. Alors les Iraniens se préparent à cette guerre-là depuis 40 ans, au moins. Et ils sont prêts. Ils ont une technologie militaire qui est de très haut niveau. Ils ont des armes que les gens ont découvert. On a découvert les armes iraniennes en 2005. Là, on a pris ça la guerre des 12 jours. C'est là qu'on a découvert que l'Iran était capable de détruire Israël, alors que Israël faisait la loi. C'est l'enfant terrible de la région. Hein. Vous savez, Israël me rappelle les brutes qu'il y avait dans les cours de récréation. Vous savez, une brute, il te tape, il prend ton goûter, et si t'es pas content, il te met quelques plats, machin. Il fait ça jusqu'au jour où il tombe sur une autre brute. Et une brute plus violente. Beaucoup plus violente. Et là, c'est fini. La brute se tait et devient gentille. Eh bien, c'est ça. Donc les Américains ont surarmé Israël. Et Vladimir Poutine dit que Israël, c'est une base militaire américaine, déguisée en pays. C'est une base militaire. Hein. Et c'est pour ça que... Alors, tu ne peux pas me dire que tu as un ennemi menaçant comme ça, violent, qui veut te bombarder quand il veut, et on te demande de désarmer, il ne faut pas que tu aies de missiles, il ne faut pas que tu enrichisses ton programme nucléaire. C'est-à-dire que tu dois être rien. Tu dois... à part peut-être des catapultes. Et une fois que tu auras désarmé complètement ton système, eh bien, ils vont t'écraser. C'est ça qui s'est passé avec la Libye. Hein. Muammar Kadhafi a renoncé à son programme militaire nucléaire. Les Occidentaux lui ont dit, mais oui, on te défendra s'il y a un problème, machin. Ce sont eux-mêmes qui ont détruit la Libye. Ils ont fait la même chose avec l'Irak. Ils ont fait comme ça. Ce ne sont pas des gens fiables. Et l'Iran a compris ça. En fait, ils veulent coloniser l'Iran pour le pétrole. Mais je pense que ce sera plus compliqué qu'ils ne le pensent. Je pense que ce sera plus compliqué. Donald Trump est pris dans un piège. Je ne sais pas comment on le tient, comment les Israéliens le tiennent, mais il est pris au piège, le gars-là. Il a déjà tellement annoncé qu'il va bombarder. S'il bombarde, dans la région, ce sera, alors là, ce sera l'apocalypse. L'Iran n'est pas seul. Hein. L'Iran a des accords de défense avec la Russie, avec la Chine, avec la Corée du Nord. Il y a les Houthis du Yémen, il y a le Hezbollah, il y a... Vous savez, vous regardez jusqu'où sont les États-Unis et regardez jusqu'où ils vont foutre la merde. C'est un pays qui... On aurait dit que sa mission sur Terre, c'est de foutre la merde. Tu te retrouves sur le territoire de quelqu'un. Tu viens avec une armada, machin. On va négocier. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je te bombarde.
Et ça, c'est de l'impérialisme. C'est pas de la diplomatie. C'est de la capitulation. Ils souhaitent une capitulation, mais les Iraniens sont prêts. Est-ce que vous savez que l'ayatollah Khomeini ne répond même pas au téléphone? Trump appelle, puisqu'il est pris au piège, le pauvre gars. Entre l'affaire Epstein, où bon, son nom apparaît plus ou moins, machin, et puis il a menacé, tu viens avec Armada, et puis tu te rends compte que tu ne peux pas battre ce pays-là. Les gens disent que l'Iran ne peut pas battre l'Amérique. Vous savez, c'est pas... Parce que le budget militaire américain va passer à 1000 milliards de dollars. C'était dans les 800 milliards de dollars. Un pays où il y a un niveau de pauvreté dans certaines tranches de la population, les gens vivent dans les égouts, le fentanyl fait des dégâts, les gens sont réduits à l'état pratiquement animal quand ils ont pris ces drogues-là. La pauvreté totale, il n'y a même pas un système de couverture sociale fiable. Ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Ce qu'on appelle la sécurité sociale avec notre carte vitale et tout ça, ça n'existe pas là-bas. Si tu vas aux États-Unis et que tu tombes malade aux États-Unis, tu as intérêt à avoir une assurance internationale, mais de qualité. Ce sont des gens... Bon, si tu n'as pas d'argent, là, ils te laissent crever. Tu vas crever, sans exagération. Sans exagération. Alors, il y a des gens qui me disent, ouais, t'aimes pas l'Amérique. C'est pas que je n'aime pas l'Amérique. Vous savez, quand je suis allé étudier à Bordeaux, j'ai commencé par des études d'anglais. Après, j'ai fait des études d'ethnologie. Enfin, j'ai fait d'autres choses. J'ai d'abord étudié la civilisation américaine. Il fallait comprendre, étudier ce pays-là. De fond en comble. Il fallait l'étudier. Quand j'ai vu comment ce pays s'est bâti, je me suis dit, mais il y aura un retour de bâton. Moi, je crois en la loi naturelle. Je crois en cette loi naturelle qui fait que certains appellent ça le karma, d'autres appellent ça autre chose, mais quand on a semé le sang, on a massacré des Indiens, on a tué des gens. C'est un pays où le Ku Klux Klan existe aujourd'hui encore. Cette confrérie-là qui tue des Noirs existe encore aujourd'hui. Si tu es membre du Ku Klux Klan aux États-Unis, ça ne gêne personne. Mais si tu es communiste, tu es un criminel. Vous voyez? Donc c'est un pays... Ah oui, je me dis que je... Non, c'est parce que je connais bien ce pays. Je l'ai bien étudié dans tous ses aspects. Autant j'admire l'esprit d'innovation des Américains. Les Américains ont inventé beaucoup de choses. Hein. Oui, les Américains ont inventé beaucoup de choses. Mais ça, c'était l'époque où il y avait une compétition technologique entre l'Amérique, la Russie, ces pays-là. Les Américains ont inventé beaucoup de choses. Ouais, mon réfrigérateur américain, si on a une adresse Gmail, pratiquement tout le monde a une adresse Gmail aujourd'hui, c'est grâce aux Américains. Bon, il y a beaucoup de choses que les Américains ont inventées. Les Américains ont inventé énormément de choses. Mais la politique étrangère américaine, non, c'est une politique de la domination. Kissinger, qui a été un conseiller, qui a été un peu le théoricien de tout ce qui se fait, de tous les hommes politiques américains, il disait que être l'ami des Américains, c'est dangereux. Mais être l'ennemi des Américains, c'est fatal. C'est-à-dire que quand tu sois ami ou ennemi des Américains, tu en prends plein la gueule. C'est comme ça. Ils sont comme ça. C'est un peuple... Ils ont été bâtis comme ça. C'est la loi du plus fort. Donc pendant qu'ils faisaient de la guerre partout, les Russes se sont développés, les Chinois se sont... Les Chinois... La Chine était une ancienne colonie. Est une ancienne colonie. Elle a été une colonie
du Japon et tout ça. Ça a été une colonie violente aussi, une colonisation violente. C'est ça la Chine. Et à l'occasion de cette guerre russo-ukrainienne, je disais donc qu'on a vu apparaître des armes que les Américains ne possèdent pas. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont été dépassés pendant qu'ils étaient occupés à faire la guerre partout. À aller faire la guerre par là, ils veulent faire la guerre. Je vous signale ils menacent, ils ont bombardé le Venezuela il n'y a pas longtemps, mais ils menacent de bombarder Cuba, ils menacent de bombarder le Mexique, ils menacent d'annexer le Canada, Panama, enfin, ils veulent coloniser la planète entière. Le problème, c'est qu'entre-temps, le monde a changé. Et comme le monde maintenant, c'est un rapport de force. Vous voyez, il faut se méfier des gens qui ne parlent pas. Les Russes ne parlent pas. Les Chinois ne parlent pas. Ils entendent Trump dire « Ouais, on va bombarder l'Iran ». Mais on ne sait pas ce qui attend les Américains une fois qu'ils vont commencer à bombarder l'Iran. Quand un aveugle te menace, comme dirait le professeur Niamsi, Franklin Niamsi, je l'ai entendu dire ça souvent, quand un aveugle te menace, c'est parce qu'il a le pied déjà posé sur une pierre, un caillou. Il te menace, mais il sait déjà qu'il a de quoi te servir là. Vous savez, puisque pour beaucoup de gens, l'Iran, c'est un pays faible. Pourtant, les Américains ont un service secret puissant. Ils auraient pu savoir que les Russes, pour ce qui est de la guerre en Ukraine, là, ils auraient pu savoir que les Russes avaient des armes du futur, du 3e millénaire. Des armes qui n'existent pas encore, les Russes les ont déjà. Quand on a un service secret comme la CIA qui sait tout, qui voit tout, mais je suis étonné. Et ils s'apprêtent à commettre la même erreur avec l'Iran. Ils ne savent pas. L'Amérique n'a jamais gagné une guerre. Hein. Alors les gens me disent, quand je dis ça, les gens me disent, mais et la Seconde Guerre mondiale? La Seconde Guerre mondiale, c'était une coalition de pays qui s'était formée pour écraser le nazisme. Et malgré cela, qui est entré dans Berlin? Qui est entré? Quelle armée est entrée dans Berlin? Pendant que les Américains, ils adorent bombarder depuis le ciel. Ils ont bombardé même la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils adorent ça. Mais avancer mètre par mètre, maison par maison, dans Berlin, pour... En fait, la mission, c'était de capturer Hitler. Mais Hitler a préféré se suicider plutôt que de tomber entre les mains des Russes. Il savait ce qui l'attendait. Il aurait même peut-être préféré tomber entre les mains des Américains. Ça aurait été... Il aurait eu peut-être un traitement plus humain, mais les Russes ne rigolent pas. Enfin, les Soviétiques à l'époque. Et il y a eu au moins plus de 20 millions de morts chez les Russes. Ils ont payé un tribut extrêmement lourd pour écraser le nazisme. Donc on dit que c'est les Américains qui ont libéré, les Américains. Ils avaient peut-être le leadership, ils dirigeaient les armées, ils faisaient la coordination. Dwight Eisenhower, c'était un général américain qui dirigeait à l'époque cette coalition, mais c'est pas l'Amérique qui était là, il y avait les Anglais, il y avait même les Russes, dont on parle aujourd'hui. L'Union soviétique était là, l'Union soviétique de Staline, qu'on considérait comme le diable. Comme on considère aujourd'hui Poutine comme le diable. Vous savez, à partir du moment où tu n'adhères pas à l'occidentalisme,
l'occidentalisme, c'est une idéologie qui fait croire à l'Occident que le monde lui appartient, ils ont une espèce de mission civilisatrice, ils ont la supériorité, ils ont tout, mais non, non. Donc pour la Seconde Guerre mondiale, c'était une coalition. Mais quand l'Amérique part bombarder des gens comme ça, l'Amérique ne gagnera jamais. En Somalie, ça a été une humiliation. Au Vietnam, ça a été une humiliation. En Irak, ils n'ont rien gagné du tout. Ils ont foutu la merde, ils ont foutu le chaos, comme ils ont foutu le chaos en Libye. En Libye, l'esclavage est même revenu en Libye. L'esclavage. L'esclavage est revenu. Ouais. Tout ça pour vous dire que nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer parce que des jours difficiles nous attendent là. Des jours difficiles. Très difficiles. Très difficiles puisque certains s'apprêtent à nous faire du mal. Et puisque nous ne sommes pas très organisés, nous ne voyons pas venir la chose, la menace. Ça va être terrible pour nous. Ça va être terrible. Je vais vous faire, dans une prochaine émission, je vais vous faire une sorte de présentation. Je vais vous faire toucher du doigt la menace qui nous attend. La véritable menace qui nous attend. Nous allons être recolonisés. Les gens qui ne s'entendent pas habituellement vont se mettre ensemble pour nous recoloniser. On voit comment les Américains méprisent les Européens, ils les humilient. Macron a été humilié par Trump. Et là maintenant, Trump essaie de leur faire croire que bon, il faut se mettre ensemble pour reconquérir le monde. Vous vous rendez compte, on est en plein 21e siècle, les gens parlent de recolonisation. Ouais. Dans la prochaine émission, je vous ferai voir la tête d'un monsieur qui croit, pourtant il n'est pas américain de souche, hein, mais un certain monsieur Rubio, mais c'est un type, c'est un monstre, c'est une pourriture ce monsieur. Mais enfin bref, pour un descendant de Cubain, je trouve qu'il est culotté vraiment, 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 vraiment. Il veut prendre la tête de la coalition, de la croisade pour nous recoloniser. Il veut prendre la tête d'une croisade pour nous recoloniser. Et voilà. Je me demande si... Je pense que les Américains doivent le mépriser aussi, puisqu'il n'est pas... Vous savez, les Américains considèrent que le véritable Américain, c'est un blanc. Vous regardez Rubio, bon, c'est un Sud-Américain, c'est un Cubain, bon, c'est un type particulier. Mais enfin, ils se sont investis d'une mission, je sais pas, une mission de recolonisation. Faisons très attention à ces types-là, des types qui veulent montrer au maître qu'ils sont plus violents que lui. Voilà. Bonne fin de soirée. Je salue encore tous ceux qui nous regardent là, qui me regardent en ce moment. Nous avons des jours difficiles qui s'annoncent. Enfin, au lieu de nous chamailler entre Africains, Antillais, entre machins, mettons-nous, unissons-nous. Parce que les temps difficiles vont nous frapper. Hein. Voilà. Alors, bonne continuation. Et puis, à bientôt. Et puis, merci encore d'être de plus en plus nombreux. Je vais vous demander quand même de vous abonner à cette chaîne YouTube. Parce que j'aurai des choses très intéressantes à vous présenter ces jours prochains.
C'est gratuit hein, en bas là, bon, c'est marqué s'abonner, truc, vous abonner. Et comme ça, chaque fois que une publication est faite, chaque fois que je publie quelque chose, ben, vous êtes averti et vous ne ratez pas la publication. Merci à tous et puis à bientôt.